va commencer à peu près à l'heure. Donc, bienvenue au Club de la presse et de la communication de Normandie. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour être Thierry Delaclos. Je suis un des administrateurs du Club de la presse, plutôt dans le collège presse, puisque j'ai une carrière de journaliste derrière moi. Et donc, avec moi, donc, Sébastien Mali, qui lui est également un du club, et là, dans le collège communication. Donc, on va dire ça. Et donc c'est un troisième rendez-vous dans un mois, donc on a intitulé donc Octobre Vert. Donc il y a un premier rendez-vous réservé à nos adhérents avec le partenariat d'EDF, grâce à qui on a pu faire découvrir donc la fresque climatique. Donc ça c'était un premier rendez-vous. Ensuite on a eu un débat autour de la presse et de l'urgence climatique. Est-ce que la presse était rattrapée ou pas par l'urgence climatique? Donc c'est un débat qui a eu lieu donc jeudi dernier, donc ici même. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même des différences de perception de l'urgence et que en fonction des journalistes, certains considéraient qu'il fallait vraiment que ça dépassait tous leurs choix éditoriaux, et d'autres qui disaient non, nos choix éditoriaux c'est notre liberté de travailler et d'exercer, c'est notre regard journaliste, donc on va même s'il y a urgence, on va quand même garder notre liberté éditoriale. Donc, il y a eu un débat qui était très intéressant, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site du club, puisqu'il s'était diffusé, donc enregistré et diffusé en direct sur Facebook, comme justement le débat de ce soir. Donc là, donc on a souhaité donc après la presse, que donc le club de la presse et de la communication, comme son nom l'indique, l'originalité, c'est qu'il associe deux métiers différents pour essayer justement de faire se rencontrer des gens différents et pour valoriser tout ça. Et donc là, donc le deuxième débat, c'était donc on a choisi de parler de communication avec ce titre, donc les acteurs de la communication face à l'urgence climatique. Donc pour illustrer ce débat, donc qui dans notre esprit, l'idée c'était à la fois de voir comment les acteurs de la communication percevaient cette urgence, mais aussi comment ils réagissaient, quelle responsabilité ils mettaient derrière ça, et est-ce que globalement, est-ce que ça changeait leur façon d'aborder leur métier. Et là, je pense que pour qui, on va le voir, ça bouleverse effectivement à la fois leur pratique, mais aussi leur façon de concevoir leur métier. Et pour d'autres, ça fait partie un peu des choses qu'ils intègrent et qui font évoluer leur façon de travailler. Donc, pour ce faire, donc, on a invité donc 4 personnes, et donc on va animer ce débat avec Sébastien. Donc, d'abord, Bernadette Mahé, qui est donc chargée de la communication au sein de l'EDF Normandie. Ensuite, Fabrice Bonnet, donc responsable stratégie de développement à l'agence ZAG. Alexandre Dudouble, chargé de l'agence de communication au sein de l'agence normande de la biodiversité et du développement durable. Et enfin, donc, Jean-Marc Devers, directeur associé chez Partenaires d'Avenir, qui remplace donc au pied levé, Pierre Leproux, puisque on a un plateau qui n'est pas très féminin, on va dire qu'il n'est pas très paritaire, mais on n'y est pour rien là pour une fois. Donc on a essayé de faire en sorte que ce soit paritaire, mais pas de chance. Donc, merci en tout cas à Jean-Marc d'avoir réagi, d'être là. Claire est souffrante, donc vraiment, je vous prie de l'excuser, et elle est vraiment en impossibilité de participer au débat, donc il n'est pas une chaise vide, donc désolé pour la parité, Bernadette, mais tous, mais plus la pression. Donc, on va commencer avec Sébastien, donc je t'en prie. Alors, je me reviens le rôle de poser la première question. Qui est une question vraiment d'actualité. On se rend compte, dans le grand public en tout cas, que la prise de conscience de l'urgence climatique, avec les événements climatiques de l'été, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement de perception, en tout cas chez le public, dans le public. Les températures de cette semaine aussi, c'est là. C'est plus perceptible quand on ressent les choses. Est-ce que dans vos métiers à vous, la perception a changé ces derniers mois, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est dans la continuité, quelque chose qui est en tête depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, selon la vitesse à laquelle vous avez lu les rapports du GIEC? Qui a envie de répondre en premier? C'était à moi de dire, donc je dirais que nous c'est un cas un petit peu particulier parce que vous savez chez EDF on a cette conscience-là depuis des années. Moi, ça fait 21 ans que je suis dans l'école chez EDF et ça fait 21 ans que j'entends parler de l'environnement, de l'économie d'énergie, etc. Donc c'est des sujets qui sont chez nous tout le temps là. Par contre, on voit bien effectivement qu'on l'intègre de plus en plus dans nos métiers. Alors il y a des prises de conscience très simples, quand on voit les tempêtes par exemple
comme il y a pu y avoir dans les dom-toms, où on a vraiment un réseau électrique qui est complètement par terre, et c'est un effet très palpable et très concret, où la tempête dans la Roya et la qui détruit nos installations, on va forcément impacter aussi. Donc c'est quelque chose qui est présent mais qui grossit. On sent vraiment aujourd'hui complètement prendre le pas sur des choses. Et par contre, quand tu disais que c'était récent cette prise de conscience, vraiment, dans les enquêtes qu'on peut faire, y compris les enquêtes auxquelles on participe en tant que partenaire, je pense à l'Obscope, l'Observatoire international de climat et opinion publique, qui existe depuis 3 ans, on voit que très majoritairement, en France et dans le monde entier, cette prise de conscience de la réchauffement climatique, elle est vraiment générale. Les climato-sceptiques aujourd'hui sont quand même très très minoritaires. On constate quand même des Pour prolonger un peu cette question, est-ce que dans la communication en elle-même, est-ce que la changé, est-ce que vous percevez une hypersensibilité du public pour cette question, donc justement vous essayez d'adapter, de peser plus les mots qu'avant? Je ne sais pas si on le fait plus qu'avant, parce que encore une fois, on le faisait déjà. Enfin, c'est vrai que, par contre, on est quand même très attentif. Alors là, on plus sur les médiatiques en tant que métier de communicant, mais c'est vrai qu'on est super attentif maintenant quand on fait un événement, par exemple, un salon, etc. On met un point d'honneur à ce qu'on ait un stand climato-compatible, on va dire, possible, c'est-à-dire qu'on met pas de bouteilles jetables, on fait du bière réutilisable, on évite de faire des devises électroniques du China. Enfin, voilà, on a quand même ce réflexe aujourd'hui de vraiment faire attention à tout ça. Et puis, sur les économies d'énergie, enfin, là, on est en plein dedans avec tout ce qu'on rencontre en ce moment. Là, on lance aussi une nouvelle campagne à l'école, justement, d'études, vous avez peut-être vu, sur les économies d'énergie, mais voilà, on est complètement dans ce sujet. Oui, sur cette prise de conscience de l'urgence, sur l'accélération. À Zigzag, le sujet n'est pas tout à fait nouveau. Oui, Zigzag, c'est une société qui s'est constituée sur la promesse d'être une agence politique responsable engagée. Mais pour autant, là, ces derniers temps, pour nous, tout a changé. Alors, c'est un peu lié à Aurélien Barraud. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Aurélien Barraud, il a dit quelque chose qui nous a tous impactés, bouleversés. 50% du vivant a été détruit par l'espèce humaine ces dernières années. La flore, la faune. Et finalement, il a pris une métaphore que j'utilise pour le site. C'est qu'en fait, on est tous des chasseurs. Et tout ce qu'on fait, quand on consomme, quand on vit en tant qu'être humain, c'est comme si on était à la chasse avec une fusil. Et en fait, la question que nous on s'est posée chez Zigzag, c'est quoi le rôle des agents de com dans tout ça? Et en fait, on a réalisé que c'est nous qui nous fournissons les bonnes études, les communications pour vendre des super produits. Alors, évidemment, chez Zigzag, ça fait des années qu'on a pris parti de prendre des mesures, de faire attention à ce qu'on disait. Mais pour autant, je pense qu'il faut vraiment reposer des questions. Moi, je recite Barraud, mais je pense que là, le sujet du modèle d'affaires, le sujet du rôle des agences de com, de la mission des agences de com, Ça, on a tout abandonné. ouais, ça doit être posé. Mais je pense qu'en introduction, c'est intéressant d'en parler. Si jamais on se dit le sujet d'une agence de com pour faire du durable, c'est comment on fait pour faire ce qu'on faisait avant, mais en plus éco-responsable, faire du bon papier recyclé, bien détruire ses emails. C'est comme si on disait comment on fabrique des balles éco-responsables et bien recyclées. Ça ne change rien. Le problème de fond, c'est comment les agences de com doivent aujourd'hui se mettre au service de clients qui se mettent eux-mêmes au service du vivant. En fait, chez Zigzag, c'est à ça qu'on s'appelle. Pas simple, on est à fond là-dedans depuis quelques mois, parce que ça devient une révolution chez nous. Alors, quand on communique sur l'environnement, la biodiversité, finalement, est-ce que c'est pas plus facile aujourd'hui? C'est clairement plus facile. En fait, on a vu, nous, on a bien senti, moi je travaille depuis une vingtaine d'années, on va dire, dans tout ce qui est autour d'un sport environnemental, qui après ça, c'est de l'aspect développement durable et toutes les questions qui vont avec. Mais en fait, on a vraiment ressenti des inflexions. En fait, la sensibilité du public n'évolue absolument pas d'une manière graduelle. C'est
comme l'évolution naturelle, ça n'existe pas de manière graduelle, ça existe de manière violente. On a des sauts. Et donc nous, les sauts, intérêt, alors le saut qui a été majeur, je dirais que c'est en effet les années 2000. Les années 2000, c'est très porteur par rapport à tout ça, par rapport à des questions environnementales. Et on a eu des grands exemples, ça a été notamment en 2003, la qualité 2003, ça a vraiment fait varier en France, majoritairement au pays. Et on sait par les études que, au niveau états-unien, en responsabilité des années 2000, c'est l'ouragan Katrina qui a sollicité, en fait, qui a sollicité les gens à s'intéresser à ces questions. Ce qui est assez curieux, ce sont des phénomènes naturels, pas forcément reliés directement à cette époque-là. Donc on a senti en effet des inflexions dans le public. Donc oui, c'est plus facile. Enfin, il y a eu des années très fastes pour la communication environnementale, des années maximales, ça a été 2006, 2007, 2008, peut-être même 2009 au début. Et après ça s'est effondré, ça a quand même changé. Vous vous adressez donc, si je l'ai compris, principalement, comme beaucoup à des collectivités publiques. Est-ce que vous sentez donc parmi les communes, par exemple, qu'ils intègrent bien maintenant cette notion? Par exemple, vous avez étudié un jour la biodiversité et les développements durables. Déjà, est-ce que tout le monde comprend la nuance? Non, le terme de biodiversité, alors, il est très difficile à expliquer. Alors c'est aussi un des débats du jour, c'est-à-dire que communiquer sur ces questions, alors que le changement climatique, le développement durable, la biodiversité, ça nécessite un recul scientifique ou des connaissances certaines, alors aussi bien de la part des communicants, des journalistes, que des cibles. Et donc c'est assez difficile à mettre en avant. Alors pour les élus, je dirais que la biodiversité, c'est un sujet de cadeau. Très gentil, c'est très cadeau, parce qu'on peut agir facilement, d'une manière démonstrative, et ça ne mange pas de temps. Ça peut être fait d'une manière quasi gratuite. Donc ça peut être une bonne piste. Par contre, c'est une bonne piste à condition de ne pas trop gratter. Alors, si on commence à dire pour la biodiversité, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plus d'éclairage public. Bon, on disait ça depuis 10 ans, on se faisait jeter des clous. Maintenant qu'il y a une nécessité pour aussi doubler ça d'une économie d'énergie, on commence à être bien entendu. Notamment, on a fait un séminaire il y a peut-être 3 semaines sur cette question-là. On a fait ça à la trame noire, le charbon. C'est un peu simple. Oui, en effet, il y a des infections, il y a des modifications, il y a des terrains fertiles et des terrains moins fertiles. Donc c'est plus facile, parler sur cette question-là, c'est facile. Donc, Jean-Marc, est-ce que tu as le sentiment, toi, de fabriquer des balles de fusil? Non, pas tout à fait ce sentiment-là, mais pour répondre directement à la question initiale, la réponse serait nous. Est-ce qu'on découvre ça aujourd'hui? Non. Comme toi, Fabrice, l'agence Partenaires d'Avenir, elle s'est créée il y a plus de 25 ans. Dans les clients originaux, on a démarré sur le secteur de l'eau. La biodiversité, je dirais qu'on est né dedans. On a travaillé pour l'ONEMA, pour l'agence de l'eau, pour l'AFB et l'EFB. On est l'agence du GIP Naval depuis une bonne quinzaine d'années, donc nous restituons toute la richesse des études du GIP Naval, et c'est bien un organisme qui a observé et alerté sur un certain nombre d'effets très concrets, très locaux dans ce phénomène d'inondation, notamment les flux de la Seine, on en parlera tout à l'heure. C'est bien ça. Je dirais comme M. Jourdain, on est dedans depuis très longtemps. Pour autant, et là encore, pour revenir sur la question, est-ce qu'il y a une évolution dans nos pratiques, dans nos fonctionnements? Oui, bien sûr, il y a une accélération. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on traitait effectivement avec tous ces clients, parce qu'on s'occupait de dossiers thématiques environnementales, on était plus vertueux que d'autres, d'une part, et surtout acteurs. Et c'est là où je rejoins Fabrice, et c'est un peu la question qui est posée dans le débat, c'est comment on devient acteur. Alors, on va y revenir, il y a deux manières de prendre le débat. Il y a le petit bout de la lorgnette, est-ce que on fait plus ou moins de débit, machin, etc. Et je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment tout l'intérêt du débat, ou est-ce que, et en l'occurrence à partir de l'avenir, on est plutôt dans le métier de conseil et d'accompagnement, quel rôle on a à jouer pour accompagner nos clients vers une prise de conscience plus forte de ce qui est en train de se passer, de leur responsabilité comme de la nôtre en matière de transition énergétique. Enfin, énergétique et climatique. Et là, ça a de l'intérêt, et notamment de faire d'abord de la pédagogie pour savoir de quoi on parle et de ne pas mettre tout dans un même sac et donner l'impression à nos clients effectivement qu'en faisant telle ou telle action, ils sont vertueux sur l'ensemble de la chaîne.
Ce qui me semblait intéressant tout à l'heure, c'est on a un petit peu abordé sur le côté formation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que par rapport à cette question que vous tentez, est-ce que vous avez mis en place, vous, des modules, en fait, donc des actions pour essayer de former vos propres salariés ou les gens qui travaillent autour de vous pour justement avoir cette culture qui permet, parce que sinon on peut dire qu'on traite l'urgence climatique comme on traite un autre sujet, que c'est pas, c'est le cas par exemple de certains journalistes également, que c'est un sujet qui est important, mais on le traite d'une façon. Alors que si on dit que c'est essentiel, ça veut dire qu'on intègre dans la formation, par exemple des journalistes ou des communicants, et qu'on dit que sur n'importe quel sujet, c'est un critère qu'on doit intégrer. Donc sur ce point, où vous en êtes de chacun? Alors, nous, on a vraiment intégré ça de façon très concrète auprès de salariés. Alors, tu parlais de la fresque du climat tout à l'heure, effectivement, qu'on a animé pour le club il y a 15 jours. La fresque du climat, alors, c'est pas du tout un produit qui est développé par le groupe, c'est une association qui s'est montée avec justement pour objectif, alors que vous ne savez pas d'ailleurs, la fresque du climat, j'en ai dit deux mots. En fait, l'objectif, c'est vraiment de vulgariser les rapports du GIEC sur la changement climatique. Par contre, on constate que c'est quand même des rapports très touchus, très complexes, et pas forcément accessibles au commun des mortels. Il y a un groupe de jeunes motivés qui sont emparés du sujet et qui a créé une sorte de jeu de cartes en fait à partir de tous ces rapports du GIEC pour vulgariser sous un format de 3 heures tous les mécanismes de réchauffement climatique. Donc nous, on a découvert ça dans le groupe il y a 3 ans, maintenant, ça existe. Et on a vraiment fait le choix d'être partenaire de la fresque du climat et de déployer en interne. Donc il y a un objectif vraiment fixé à la folie de la tête du groupe, que 100% des salariés soient formés à la fresque du climat. Alors la l'échéance, je crois que c'est 2023, ils sont petits, donc quelques mois devant nous encore. Et donc ça se fait vraiment dans les équipes, c'est des salariés volontaires qui se forment pour animer des sessions. Enfin, il y a vraiment un élan qui est donné et qui fait partie d'un élan plus vaste et qui est vraiment pour que chaque salarié prenne conscience aussi de son empreinte carbone et apprenne aussi les bons gestes pour la diminuer. Donc on a, concrètement en termes de com, ça se matérialise par une page sur notre intranet où il y a tout un tas de contenus. On a par exemple un test pour évaluer sa propre empreinte carbone, voir un peu quels sont les facteurs sur lesquels on peut jouer pour arriver. Il y a tout un tas d'offres aussi qui sont réservées aux salariés pour pouvoir s'équiper en pompe à chaleur, pour pouvoir s'équiper en borne de recharge électrique chez nous, améliorer l'isolation de maison, tous ces sujets-là qui sont vraiment portés au plus près des salariés pour les inciter aussi à être mobilisés là-dessus. Et puis il y a toute la notion aussi d'ambassadeur salarié. Les salariés sont sensibilisés aussi à toutes ces questions-là pour pouvoir apporter des messages externes. On est forcément très exposé, il y a énormément d'attentes au niveau de la société vis-à-vis de l'EDF. On est tous, moi je me fais la com, mais mon collègue qui est agent de maintenance à Paliel ou comptable à Rouen, quand il est à Noël, la dinde, tous les gens autour de la table nous posent des questions sur l'EDF et sur l'énergie. Et voilà, on essaie vraiment de donner de la matière à tous nos salariés pour qu'ils soient en capacité aussi de savoir répondre à ces questions. Alors, nous, on joue pas dans le cours, donc c'est sûr que, en plus, je le disais, comme c'est une agence qui s'est constituée sur le fondement d'un projet d'une agence responsable, nos salariés sont plus que mobilisés sur la question, plus que formés, ils se forment tout seuls. Et là, il y a un vrai sujet, c'est vraiment un peu de former ses clients, ses salariés, il y a des journalistes qui viennent de l'info. Les gens qui peuvent lire les infos, il y a un moment il faut réussir à prendre n'importe quoi. On peut s'informer tout seul et prendre des décisions pour soi-même. Alors après, effectivement, en tant qu'agence, on a aussi un rôle, on doit accompagner, mais je pense qu'il faut aussi être entrepreneur. Là où nous, Zigzag, on est en train de se transformer en société à mission. On a commencé, on a déjà écrit notre raison d'être et en fait on a des séminaires réguliers avec les équipes pour aller vers cette transformation. Même si nous, ça fait très longtemps qu'on existe, ça reste un sujet, et qu'on existe avec ce prisme-là, ça reste un sujet très sensible chez nous parce qu'on n'a pas d'exemplarité. Je pense qu'on essaie de faire du mieux que tout, mais on peut tous faire des bêtises. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a aussi
les partis pris, les choix à faire. Une des pistes, c'est de re-questionner tout ce qui est fait. Et donc, la vraie question, c'est la question de la gouvernance de l'entreprise. Donc là, ça veut dire que la question environnementale dépasse est dépassée par une question plus éthique. Alors, c'est la soirée des métaphores, Voilà, cette paire de lunettes, voilà, cette paire de lunettes, c'est la paire de lunettes éthique. Quand vous êtes chez Zigzag, vous la mettez sur votre nez. Voilà. Et vous pouvez rien faire sans les lunettes. Et en fait, c'est ça qu'on est en train d'avoir. On est en train de mettre en place parce que évidemment, c'est très difficile de dire non à ses clients. Mais nous, quand les clients sont super, on apprend à le faire, on a appris à le faire, on en fait, c'est bien faire. Et même si nos clients sont des clients qui ont des super activités, qui font du mieux qu'ils peuvent, il y en a plus ou moins qui nous disent est-ce que tu peux me trouver un goodies super écolo? Donc on répond il n'y a pas de goodies écolo. Tu fais un goodies, tu formes le vivant, donc il n'y a pas de goodies. Voilà. Donc après, si tu veux faire des goodies, tu les fais sans nous, et nous on peut aussi le faire ça. Et voilà, on peut faire mais tout ce qu'on va faire. Ah non, mais il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant. On veut parler, on est en train de dire que, on va laisser les enfants de planète qui vont dégrader, la survie de l'humanité est en jeu, il faut arrêter de déconner avec les bêtises. Il y a un moment, il faut comprendre ce propos. Et effectivement, ça fait pas plaisir parce que c'est pas cool quand on réunit ses salariés pour leur offrir un truc, et c'est pas cool pour les prospects qu'on a quand on va à un salon, mais la réalité c'est qu'il faut arrêter. Du coup, moi À quoi ça sert alors une agence de com alors? Le rôle d'une agence de com. Tu veux qu'on en parle maintenant? Quand tu veux. Parce que vous avez la question du rôle d'une agence de com. Mais c'est quoi la mission d'une agence de com? Est-ce que la mission d'une agence de com, c'est de vendre des produits qui foignent le vivant, ou est-ce que la mission d'une agence de com, c'est de se mettre au service de sujets et de projets qui protègent le vivant et qui protègent des sujets plus éthiques, plus responsables. Et en fait, chez Zigzag, on a appris nous, maintenant, on choisit nos projets, on refuse de plus en plus de clients. Mais est-ce que toutes les agences de communication peuvent faire ça? Ou doivent faire ça? C'est pas, alors on a étudié, ça dépend du modèle d'affaires. Si ton modèle d'affaires, c'est de la croissance, gagner plein de fric, ça va être dur. Si ton modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires qui est raisonnable, c'est pas la même histoire. Et en fait, nous, on a choisi de pas nous développer, de maintenir une activité et de développer, de mettre toute notre énergie au service du projet que l'on croit. Et en plus, ça nous permet d'être vachement efficace dans le boulot, parce que quand tu fais un truc auquel tu crois, c'est bien. Donc oui, la question, on est vraiment en train de la gouvernance globale. Jean-Marc, t'en veux ces lunettes ou pas? Oh, moi je l'avais vu, ça me servirait pas, j'avais un rendez-vous justement pour échanger en fin d'après-midi, donc c'est tout à fait à propos. Non, plus sérieusement, heureusement entre les deux, et c'est pour ça, mais heureusement, le monde des agences de communication est encore sous un même blocage, qui contient des choses extrêmement diverses et variées, et heureusement, il y a un monde entre vendre des goodies et une entreprise à mission. Je crois qu'on pourra en conduire. Dieu sait que nous, on n'est pas une entreprise à mission, je vous entends, mais on ne fait pas ça. Et heureusement que mon métier, c'est pas de vendre des livres, sinon ça fait des années que j'en aurais changé. Parce que, voilà, nous, on est une agence conseil, d'accompagnement. On fait, je dirais, maintenant, 3/4 de notre activité sur de l'accompagnement. On essaie d'accompagner au long cours un certain nombre de structures, de collectivités, d'entreprises. Et je pense que sans être une entreprise à mission, sans aller jusque dans ces notions-là, notre discours et nos éléments d'accompagnement ont certainement changé et évolué et changent encore chaque jour avec la société qui nous entoure et la prise de conscience qu'on en a nous-mêmes. Sans aller jusqu'aux formations, donc je réponds aussi en même temps à la question, je suis un peu comme Fabrice, on ne fait pas de formation parce que ça ne s'est pas trouvé comme ça, parce que d'abord on a eu beaucoup de renouvellement et beaucoup de jeunes qui sont rentrés et qui nous apportent déjà un vent de fraîcheur et de prise de conscience qui accélère justement nous notre prise de conscience de dirigeants. Et deuxièmement parce qu'on les incite et on s'incite à s'investir dans les événements de nos clients qu'on accompagne sur le sujet. Je ne sais pas à combien de fois une présentation je suis des travaux de Noël et du GIEC Normand. Je ne peux pas m'empêcher de faire la promotion
de ces travaux. Chaque fois que je suis quelque part et que j'ai l'occasion que ça a du sens par rapport à un événement, j'en parle. Et on emmène à chaque fois nos équipes pour le voir. On a la chance d'avoir cette structure pour des raisons de non-pas, cette ressource, cette base de données de connaissances dont tous les clients, moi je me rends compte, ont connaissance. Donc, par exemple, une de mes missions, c'est effectivement à chaque fois que je le peux, d'inciter toutes les personnes possibles imaginables, toutes les structures qu'on accompagne, à aller le voir. Et en faisant ça, on progresse nous, on progresse avec nos équipes, on fait aussi un peu progresser effectivement nos clients dans cette prise de conscience. Après, il y a des dossiers sur lesquels le tournant a été beaucoup plus fort. Et là, on en revient à ce que je dis. Aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup d'événementiels, mais on en fait quand même un peu. Donc tout ce qui va être événementiel, et je ne parle pas de la fête anniversaire, mais ça peut être un colloque très sérieux, etc. Les pratiques sont en train de changer, mais pas assez vite. Et là, on voit encore des trucs absolument affolants dans les pratiques qui sont presque de l'ancien monde. Est-ce qu'on va jusqu'à refuser le client en disant à une structure, une collectivité qui nous demande d'organiser un colloque, si vous ne mettez pas du covoiturage, je ne prends pas votre dossier? Non, on n'en est pas là. Est-ce que on accompagne, on conseille, on apporte des bonnes pratiques, on apporte des référencements un peu plus éthiques, on explique deux, trois choses qui nous semblent aujourd'hui évidentes et qui ne sont pas partout? Oui. Mais je vois plus le rôle d'une agence de communication aujourd'hui comme ce rôle qu'on a toujours eu, qui est un rôle de conseil. On doit nous progresser, on doit aider nos clients à progresser vers des meilleures pratiques. C'est le rôle en tout cas nous qu'on s'est assigné de manière très humble, parce que nous-mêmes on n'est pas du tout exemplaires. On est dans une dynamique de progrès et on essaye d'amener nos clients à cette dynamique de progrès. Alexandre, sur la côté formation, est-ce que l'agence dispose des formations auprès des collectivités locales ou des... Alors, pour les collectivités locales, oui, sur plein de sujets, alors c'est plus des sujets techniques. Ouais. Ça dépend parce qu'on peut aussi considérer que des fois, des ateliers techniques, même si ces ateliers-là, c'est quand même des ateliers de communication, c'est-à-dire que les gens sont motivés pour échanger entre eux sur les bonnes pratiques. Donc ça, on organise beaucoup de genre de choses, mais spécifiquement sur la com, non. Pas du tout. Là, nous, notre sphère, c'est clairement des élus, alors, si on peut, oui, alors eux, ça serait plutôt en effet de l'information et de la communication, mais c'est pas forcément les publics qui gagnent le plus, c'est plutôt les techniciens. Donc on est plutôt pour un changement de pratique. Là, on est vraiment sur le terrain, c'est pas de la communication. Malheureusement. C'est pas de la sensibilisation. Non, on a passé cette étape-là de la sensibilisation, alors non pas parce qu'on n'y croit pas, mais parce que ça demande une force de frappe énorme. La sensibilisation, sensibiliser beaucoup de personnes, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'explications. On ne fait plus, de toute façon, on nous a assigné, donc du coup, déjà, c'est plus professionnel. Les entreprises font beaucoup de travail. Oui, parce que c'est un peu paradoxal que l'agence de la biodiversité et le développement normand n'est pas une mission de sensibilisation de l'ensemble de la population. Parce que ça demande trop de moyens. Tout Et simplement. qui fait alors? Normalement, ça devrait être les collectivités qui donnent le relais à leur échelle. Et les relais nationaux, alors l'UELP, la DREAL ne s'occupe pas des grands publics. Mais sur ces questions-là, de sensibilisation, alors ça passe par des relais. Finalement, nous, ce qu'on aimerait, c'est être en effet plus relayé par la presse. Ça, c'est un peu plus maintenant là-dessus. Que ce soit sur une formation, sur de l'information locale. Et je pense que cette appétence de la presse par rapport à ces sujets-là commence vraiment à émerger. Bon, les traitements, des fois, ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux. C'est de la presse donc, nationale, régionale. Ouais. Et là, ils n'ont pas pour une absence de formation des journalistes. Là, on touche le cœur du sujet dont parlait Fabrice, c'est-à-dire c'est la prise de conscience générale. On a vraiment une inflexion, un changement de philosophie par rapport à ces questions, de modalité de traitement et d'attitude. Je pense que c'est ça le cœur de l'enjeu, c'est-à-dire que c'est difficile de traiter le changement climatique en 2 mots, c'est pas facile. Dans l'espace médiatique, c'est difficile parce qu'on a besoin de temps, on a besoin de détails, on a besoin de connaissances. Ça ne répond pas du tout à ce qu'on a dans l'information maintenant. Donc c'est pas évident. Nous, on aimerait en effet plus travailler ça. Il y a un petit peu pour enchaîner, c'est aussi l'aspect anxiogène. Que c'est vrai que les journalistes aussi essaient d'éviter enfin, en tout cas, c'est le débat qu'on a eu nous la semaine dernière, en disant on va pas en parler tous les jours parce que sinon les gens ils vont. C'est pas forcément en parler tous les jours, mais c'est essayer de faire des liens transversaux permanents. C'est un peu ça en fait quand je dis ça, c'est théorie, c'est très facile. Mais c'est peut-être ça. Mais en effet, on est très embêté avec cette question de changement climatique, c'est exactement comme la cigarette. C'est-à-dire, si vous êtes trop agressif dans les communications, c'est une catastrophe, une
fais pas ça, c'est très mal, ça va pas marcher, vous avez un phénomène de rejet, vous avez des efforts amplifiés là-dessus. C'est pas bien, on laisse tomber. Cette communication ne marche pas. Et à contrario, si vous rassurez, vous êtes rassuré, c'est un climato rassuré pour le climat, et ben c'est pareil, vous passez à côté, c'est pas grave finalement. Donc, quel est le dosage nécessaire pour ça? Ça va falloir passer par des clés. Et c'est difficile, et ça prend du temps. Donc tout ce qu'on a dit. Je n'ai écrit qu'une note, en fait, si j'avais une note, c'est que j'ai pas de solution. Moi, personnellement, j'ai aucune solution. Non, mais la question de solution, c'est quand même une assumer. C'est qu'en fait, on a besoin de passer aux actes. Et tout ce temps qu'on est. Là, on a un discours autour de l'école. En fait, le discours, on a des échanges autour de l'école, tout ce qu'on connaît, mais c'est valable pour tous les secteurs. Tout le monde se renouvelle. Tout le monde est en train de. Parce qu'il va assez vite. C'est comment mettre la communication au service du changement. C'est comment on a mis au service du changement. Le problème, c'est que le changement, la communication, c'est une part des trois piliers. Le changement des trois piliers, c'est l'incitation, la communication, donc ça c'est un quand même, et c'est aussi la coercition. Le problème, c'est que dans toutes les politiques de changement, eh bien, on a un déséquilibre fort. On n'arrive pas à équilibrer ces trois piliers. Forcément, nous, on est démunis, puisque dans le conflit des parties de la communication, le reste, c'est très important pour changer. C'est ça, on a une maîtrise partielle de tous ces mécanismes, mais on s'inscrit dedans. C'est pas quelque chose que j'avais oublié. On s'inscrit dans ces dispositifs, ces mécanismes. Donc on a une responsabilité. Donc vous réfléchissez à ça, vous vous dites comment en tant qu'acteur comment je touche sans heurter, où je me situe par rapport aux mots, aux images aussi. Ouais, nous, très clairement, la posture qu'on a adoptée en termes de tonalité de communication, c'est vraiment, alors je suis complètement plus sur le côté l'écologie punitive et le c'est pas bien, c'est mal, c'est fait trop, les citoyens, c'est très contre-productif, tout le monde en a ras-le-bol d'entendre ça, parce qu'on culpabilise en permanence. Et ce qui est intéressant de voir, quand nous on a fait chez Charmé, pour ceux qui s'intéressent, les comptes rendus, là on a fait une consultation, une écoute citoyenne il y a quelques mois là, au sein de l'EDF. On est allé justement interroger les citoyens, c'était nous les salariés qui nous sommes investis dans la démarche pour aller parler avec les citoyens et les interroger sur leur perception justement de l'énergie entre autres. Et ce qu'ils disent très majoritairement, c'est qu'effectivement ils ont conscience qu'il y a cette mission climatique et qu'il faut faire quelque chose. Mais ils disent tous, moi à mon petit niveau, j'essaie de faire un peu ce que je peux. Sinon je me dis, c'est je prends un chèque à la lumière quand je ferme une caisse. Je trie mes déchets. Je trie mes déchets, et pour le coup, n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, mais c'est pas grave, c'est qu'on a l'impression de faire quelque chose de bien, et c'est bien de le faire. Mais par contre, ce qu'ils nous disent, c'est nous, on pense que c'est pas une fortune à faire des entreprises, et puis des publics et des États, et nous, à notre niveau, on ne peut pas faire grand chose. Et finalement, culpabiliser les gens sans arrêt en disant c'est votre truc si les gens vont disparaître, c'est pas génial, quoi. Donc nous, ce qu'on a vraiment choisi comme tonalité, c'est sensibiliser les gens, leur dire que vous pouvez faire quelque chose à votre niveau, mais c'est pas au détriment de votre qualité de vie, c'est pas au détriment de votre confort, et nous, on vous apporte des solutions pour justement être économe et consommer mieux l'énergie, ne pas la gaspiller, mais sans que ce soit non plus, je ne sais pas si vous avez vu la pub qu'on vient de sortir, avec Eva, qui met son radiateur, qui se retrouve à droiter, avec des effets qu'on neige, pas son appart. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais est-ce qu'on a encore le temps d'avoir ces discours-là? C'est la vraie question. Ça, c'est une question. Mais en même temps, est-ce que culpabiliser les gens, ça va forcément améliorer les choses davantage? Je suis pas sûre. Moi, je pense qu'il faut leur donner des moyens. Nous, chez Zizan, on a mis en place un projet qui est devenu une startup qui s'appelle Mythique. Et en fait, on a mis en place un écosystème basé sur une blockchain qui va mettre en place qui va permettre aux internautes de télécharger gratuitement un outil et de voir, à côté de chaque tweet qu'il a envoyé sur Internet, la note d'engagement éthique de l'entreprise. Donc c'est global, c'est pas que l'environnement, c'est plus global. Et en fait, je parle de ça, c'est anecdotique, mais je pense qu'il faut qu'on fournisse des outils. On fournit, il y a Lucas qui a fourni un outil pour savoir qu'on a la nouvelle assiette. Et ça sert. C'est un truc génial. Et l'affaire de Lucas, c'est pas. C'est des jeunes qui sont mis autour d'une table et ils vendent des livres recettes pour réussir à faire ça. Donc en fait, je pense que là, on est tous d'accord que ça va pas, on a tous plein d'infos. Je pense que ça, on les a les infos.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on se mette à agir. Et moi, ce qui me met en colère, c'est que on continue à bombarder les gens dans le four, les faire culpabiliser. Mais si jamais tu veux bien manger, déjà, il faut que tu saches ce que ça veut dire bien manger. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut vachement de reste. Parce qu'on essaie tous de faire des trucs hyper bien. Moi, j'ai acheté une voiture électrique. Et après, j'ai appris que c'était mieux. Et après, là, il y a la dame qui m'a dit il n'y a pas longtemps. C'est pas si mal. Voilà. C'est pas si mal. Bon, mais bon sang. Alors, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Tu vois ce que je veux dire? Le sujet, c'est vraiment qu'il faut fournir des outils à tout le monde. Et c'est valable aussi pour les entreprises. Une entreprise qui veut se transformer, qui veut transformer son modèle de production, son modèle d'affaires, c'est compliqué aussi pour nous de se réinventer. Et on a besoin de produire des choses et arrêter d'être dans le constat, de faire culpabiliser les gens, ça sert à rien. Par contre, là où je te rejoins, c'est sur la coercition. Il y a un moment, il va falloir aussi que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et qu'ils commencent à dire aux gens, mais maintenant vous n'avez plus de sous. Ça fait quand même des années, et moi je dis des années, ça fait des décennies qu'on est au courant, on va droit dans le mur. Ça fait, je pense aussi, des décennies qu'on peut commencer à réinventer son modèle d'affaires. Moi je disais, je me rappelle, j'ai fini mes études, Internet est arrivé, j'approche de la cinquantaine, j'ai connu les gens ici. On a connu un sans Internet, et quand j'ai découvert Internet, je disais à mes clients, je disais à mes clients, si vous prenez pas de direct Internet demain, vous n'existerez plus. On l'a bien vu, ça s'est avéré. Mais aujourd'hui, c'est la même chose avec l'éthique, si jamais les entreprises font pas ces choix-là, elles n'existeront plus demain. Parce que les gens comme nous qui se posent ces questions-là, si on met en place des outils justement pour permettre de mesurer, leur donner le choix de comprendre, de réaliser. Je prenais l'exemple d'une collaboratrice qui a acheté un frein, il fallait que elle ne le savait pas, parce qu'elle n'a pas d'outils pour savoir. Donc en fait, il faut qu'on arrête de faire un constat et qu'on se mette au milieu, qu'on retrouve ce que nous, les agents de corps, comme tu le disais, on a un rôle essentiel à jouer, mais pas pour informer les clients qu'il y a un problème climatique, il faut arrêter de déconner. Il faut les informer sur justement maintenant les petits détails autour de la com, comme vous le plaisez. Par exemple, c'est pas une histoire de bêtises, ça fait longtemps que on ne peut pas recycler, détruire les emails. Non, le problème c'est d'avant l'article 14, le problème c'est le cas rare, et ça, on a les infos. Donc maintenant, comment on se met au service des entreprises, des consommateurs, des internautes, pour que ça change. Et c'est là qu'il faut, entre le journaliste et le communicant, il y a pas de petits trucs là. Et je rappelle une chose, après je rappelle une chose, la première communication, ça reste le produit. Et ça, je pense que c'est important. C'est vrai qu'on a un paradoxe, c'est qu'on a d'un côté des institutions qui n'ont jamais parlé, on a renoncé, on va en encore plus. Et à la fois, on dit que les élections n'est pas bien, donc c'est un peu ça qui est un problème, c'est cette dissonance-là, et je pense qu'on ne peut pas la résoudre. Pour le moment, on ne peut pas la résoudre sur des choix radicaux. Et les choix radicaux, ce n'est pas des choix de communication, c'est des choix de société. C'est des choix de société qui sont redoutables, parce que petite anecdote ici, bien sûr, il y a qui nous avait fait. C'est quand même un truc, moi je vais le dire en tant qu'environnementaliste, c'est ridiculement basique. Je dis ça comme ça. Et c'est une violence extrême. On est clairement sur un truc sur la pollution légale, et ça, c'est très mal vécu. Et pourtant, c'est peanuts par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et imaginez si on prenait vraiment des mesures, vraiment musclées. Donc, on peut recouper ce que dit ce que je ne reviens pas, mais ce que aussi j'en peux ici. Alors, c'est un peu différent, c'est les discussions de pas de façade, mais il y a aussi un discours qui est très agressif, parce qu'il passe tellement limité, il y a un discours qui est très offensif, qui parle d'esclavagisme, qui parle d'énergie. C'est très bien, ça, c'est c'était pas forcément pas. Mais c'est des discours, quand on les écoute de presse, c'est des discours qui sont de violence énorme d'un point de vue de perception sociale. Donc, aucun politique ne peut se risquer à les prendre. C'est pas possible. Quand je vous entends, globalement, je vous entends parler des gens, c'est le mot que vous avez utilisé, mais comme moi, il y a quelque chose dont vous n'avez peut-être pas parlé, c'est comment l'opinion publique en elle-même vous permet d'expliquer à vos clients qu'il faut changer. Est-ce que ce mécanisme-là, pour vous en agence,
c'est un levier. C'est-à-dire que le fait que l'opinion publique change, et on sait qu'elle change, ça vous permet ou pas de dire à l'opinion, non, là, quoi que tu penses, de toute façon, tu n'y arriveras plus, parce que ton client final, lui, il est en train de changer. Bien sûr, et ce qu'on est en train de se dire, c'est que nous, dans les agences, on n'est pas des petits satellites en dehors des mondes dans lesquels on vit. On est complètement partie prenante en tant qu'individu, citoyen, en tant que structure d'entreprise, et on observe que on ne les crée pas. Je veux dire, j'en reviens au cœur du débat, on ne crée pas le changement en matière de transition climatique. On est là pour en témoigner et l'accompagner. Et donc, par rapport à ça, on est souvent confronté à deux postures très très différentes. Des clients qui effectivement ont assez, depuis longtemps ou plus récemment, pris ce tournant, et là on s'éclate, très clairement, c'est-à-dire quand on se retrouve confronté à des gens qui n'ont plus un simple raisonnement économique. Parce qu'effectivement, comme je parlais tout à l'heure, dans des métiers, parfois cette barrière-là, et on peut avoir la volonté du passer de la fiche à l'encre, et puis qui prend ce qu'il apprend. Et on a une vraie révolution à faire, qui en parlait, on le fait en partie nous aussi. Mais on est peut-être des exemples qui avons la capacité de le faire. Tout le monde n'a pas forcément la capacité de faire ces choix-là, ou non, on fait autre chose. Donc, quand on a ce type de client, on mène des dossiers mais complètement différents, c'est-à-dire qu'on change le prisme de raisonnement, et nous-mêmes, on apprend de ces clients en même temps. Et tout ça nous nourrit pour aller via d'autres clients qui n'en sont pas encore à ce niveau-là, qui ont encore des fonctionnements, pour reprendre un truc à la mode de l'ancien monde, si on veut le positionner comme ça. Le brisant, par exemple. On peut en parler, si tu veux, on peut en parler. On a été, tu m'avais sur le sujet, on a été l'agence, effectivement, de Lubrizol, qu'on a accompagné. Est-ce qu'il fallait l'accompagner ou est-ce qu'il ne fallait pas l'accompagner? On est ici au Club de la Presse, je sais qu'on a souvent des débats de savoir sur toutes ces entreprises locales qui vont chercher ailleurs les talents qu'ils ont ici. On a entendu qu'en 2014, effectivement, Lubrizol et d'autres entreprises allaient chercher leur structure de communication ailleurs. Nous, on travaillait avec eux avant, on a continué à travailler avec eux aujourd'hui. On les a accompagnés sur la communication de crise. Moi, j'ai pas de regrets sur. On n'est pas responsable de l'accident qui s'est passé. On les a pas dédouanés, on n'a pas vendu des gens exceptionnels en allant leur dire faites des campagnes de communication. On les a aidés à passer. Et on a été en partie témoins, et tous les journalistes du pont, on les a aidés aussi, on les a conseillés à passer la crise. Dans les conseils qu'on leur a prodigués, c'est notamment d'être plus en lien avec leur environnement local, ce qui était loin d'être le cas aujourd'hui. Moi, j'ai la faiblesse de penser, indépendamment de l'incendie, que la façon dont aujourd'hui ils évoluent, ils ressentent un peu leur stratégie avec ce qu'ils sont en train de faire sur la zone incendiée et la façon dont ils participent aujourd'hui à la vie de la cité, ce sont des gens qui ont considérablement évolué. Alors, ils partent peut-être de très bas, ça je vous laisse juger, mais ils ont considérablement évolué. J'ai aussi la faiblesse de penser qu'on n'a plus des IM ici, des IM. D'accord. Bon, effectivement, ils avaient un comité environnement, on faisait partie de notre structure, c'était parfaitement transparent. Ils avaient un prix pour l'environnement auquel les militants écologiques hardcore touchaient de l'argent dans le cadre de cette récompense. Donc c'était des mécènes aussi pour l'environnement avant l'accident. D'un point de vue environnemental, alors on ne parle pas de l'activité économique, je sais c'est gros ce que je dis, mais ils avaient vraiment une implication dans l'environnement, ils avaient un plan environnemental, ils avaient des plus gros experts à gérer. Et c'était transparent, on avait le droit d'en parler. Mais je répète, je ne veux pas donner l'impression de les dévoiler quoi que ce soit ou de les draper dans l'environnement. Mais pour un autre exemple, Lubrizol a été la première structure industrielle de Normandie à avoir un comité de riverains. Le comité de riverains, il existe depuis les années 80. Régulièrement, il réunissait leurs riverains. 8 personnes, 10 personnes qui venaient, ça intéressait personne. Il y a eu l'incendie, effectivement. Et là, sont arrivés 20, 30, 40, 50, 60 personnes. 3 ans après, le comité de riverains continue et il a fait sauver ainsi de suite 10 personnes. Mais voilà, donc, c'est pas non plus des gens drapés dans certaines images pour la vérité. Et je ne sais pas si on est toujours dans le sujet. Par contre, ça reprend ce que je disais au début de l'intervention, c'est la sensibilité environnementale augmente énormément, puisque un truc comme ça, il y a 10 ans, ça n'aurait peut-être pas fait un bout de pareil. Je pense qu'en tout cas, la sensibilité énorme qu'il y a maintenant autour de ça, c'est pour moi,
la ZDF, quand il y a eu ça, c'était du même acabit. C'était moins environnemental parce que Oui. Il y a plus de morts, quand même. Ouais, mais ça quand même. C'est comme Arnaud, moi j'étais à Toulouse, il était à Rouen, j'ai vécu. En fait, j'ai eu un sentiment, c'était assez similaire dans les réactions. Et un autre sentiment que j'ai eu, c'est après l'événement, le silence radio, l'absence d'école pendant l'événement, l'absence d'information, qui a été extrêmement gênante ici. Les jours ont suivi, là pour le coup, ils étaient pour les colons mortels. Indépendamment, je ne parle pas d'action de com que calcul produit après, mais calcul bien, j'ai ma vie. C'est aussi parce que c'était un temps qui était. Il fallait du temps pour les expertises. Il y a aussi. C'est juste que c'était le temps de la crise. On était sous communication d'après. Oui, donc ça a été. Et là, non, mais là, il y a un basculer. Ouais, mais il y a un basculer. La communication d'après, ça fait ça. C'est pas le sujet de ça. C'est pas le sujet. C'est un sujet qui n'a pas rentré. Non, c'est un basculer. Là, c'est les éclairages. Mais pour finir sur ta question et sur ce sujet, je le redis, je reste persuadé aujourd'hui que la façon dont cette entreprise interagit avec son environnement local, peut-être plus directement dans le climatique, mais interagit avec ses parties prenantes, est radicalement différente de la façon dont elle se faisait il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on y est peut-être pour quelque chose. Et il y a un autre sujet, pour le coup, qu'on peut peut-être aborder suite à ça, c'est la façon dont les œuvres de l'école communiquent elles-mêmes. Les choix qu'elles font. Là, tu disais, ils ont changé. Là, il va aussi falloir que les œuvres de l'école changent. Peut-être proposer d'autres modèles, ne serait-ce que dans leur création graphique. On arrête de proposer des modèles qui sont des modèles qui poussent justement à la consommation. Et peut-être revoir ce prisme-là dans notre façon de produire nos communications. Il faut qu'on se pose ces questions. On change aussi. Alors nous, on essaie au maximum. Alors évidemment, comme je disais, la première communication, c'est le produit. Nous, on fait des choix. Sur nos clients, on n'est pas trop confronté à cette problématique de communication, mais on ne fait pas comme du coup, nous, ce qu'on se dit plutôt, c'est effectivement, on travaille quand on se pose des questions en ce moment, on travaille pour les clients avec le cyclage. Et quand on commence évidemment, on investit. Et quand on commence à poser des questions de fond sur le cyclage, on fait des découvertes, et c'est compliqué. Et tout devient compliqué. Donc c'est là que, tu vois, si je te rejoins, avec une clarité, évidemment, c'est très. On ne sait jamais ce qu'on fait. Si ce qu'on fait, c'est bien. On essaie de faire toujours le mieux qu'on peut, mais on peut se planter quand même. Après, on a les mêmes. Dans les communications de crise, moi, je préfère toujours parler de communication sensible. Il nous arrive. Je suis dans la communication. Et ça englobe des choses beaucoup plus larges, puisque la communication sensible, c'est souvent ce qui arrive en amont de la crise. Et à la limite, si on travaille bien, on est là en partie aussi pour éviter la crise. Dans cette communication sensible, on a souvent un rôle, moi je le vois grandissant, pour amener effectivement certains clients qui n'étaient pas forcément les plus vertueux sur un certain nombre de sujets, à évoluer petit à petit, notamment dans la façon dont ils présentent leur dossier à l'extérieur et dans leur communication. Alors, ça nous amène à refuser, nous aussi, il y a parfois des limites de part locale, il y a des gens, des structures où on dit non. On a là encore la chance de pouvoir le faire, ou le luxe de pouvoir le faire. Et puis il y en a d'autres qu'on accompagne. Je prends un exemple, il est arrivé, à chaque fois qu'on a des dossiers qui concernent de la promotion immobilière, on se pose la question à l'agent. Alors je ne vais pas vous faire le coup du bon chasseur et du mauvais chasseur, et de la bonne promotion et de la mauvaise promotion, c'est pas aussi binaire que ça. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs immobiliers, par exemple, qui sont en train de revoir différemment leur métier. Et ils nous demandent justement d'accompagner en éléments de langage, en éléments de communication, leurs idées, puisqu'au bout du bout, ils bâtissent, donc ils Pour faire de l'innovation. Ouais, ils sont pas nombreux, Ils sont pas nombreux. Alors vraiment revu leur façon de faire. Oui, ils sont peut-être pas nombreux, mais il y en a de plus en plus, en tout cas, qui prétendent faire. On peut parler justement des limites et des erreurs à ne pas faire dans ce domaine, notamment de l'innovation parce que donc quand on parle à EDF, on vous reproche souvent d'en faire, donc comment ça se manie? Je sais pas si on nous reproche souvent d'en faire. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on nous reproche souvent de faire du nucléaire, on nous reproche souvent de faire des éoliennes, on nous reproche souvent de faire du charbon, on nous reproche souvent de faire du gaz éventuellement, on nous reproche aussi de faire du photovoltaïque, on nous reproche beaucoup de choses. Donc à un moment donné, on essaie de faire de
on peut et le plus vertueusement possible. Après, ce greenwashing, je pense que de toute façon, un acteur quel qu'il soit, que ce soit une entreprise, une collectivité, n'importe qui, si lui-même chante ses louanges en disant regardez comme je suis là, regardez tout ce que je fais bien, donc c'est très bien. S'il est honnête, c'est vrai, c'est super. Mais ça reste, je parle de moi et je le faire. Donc c'est jamais très efficace en termes de communication. Ce qui est beaucoup plus efficace et ce qui est beaucoup plus riche pour un communicant, c'est de s'incarner par les actions cette posture et que ce soit d'autres qui les mettent en avant et qui en parlent. C'est-à-dire que nous, quand on a des partenariats, par exemple, et que c'est nos partenaires qui disent grâce à IDF, on peut faire telle chose, quand c'est des associations qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, des influenceurs qu'on invite, mais qu'on ne fait pas. Enfin, voilà, on les invite à découvrir nos métiers, on les invite à découvrir nos actions. Et quand c'est eux qui prennent la parole pour dire voilà, moi j'y suis allé et je peux témoigner de ce qui se passe chez IDF et voilà comment ça se passe, ça c'est infiniment peu riche parce qu'effectivement c'est pas nous qui parlons de c'est d'autres qui en parlent mieux que nous. Donc ça c'est fondamental pour la com en général. C'est mieux quand c'est les autres qui parlent de nous que quand c'est nous. Après, je sais que pour bosser dans la com à EDF, moi j'ai fait un peu plus d'un temps qui suit. Moi j'ai complètement confiance dans la posture qu'on a, c'est-à-dire que je sais que ce qu'on dit c'est sincère et que ça part de l'authenticité. Après on peut projeter tout ce qu'on veut, on n'est pas parfait non plus, enfin, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure aussi, et je pense que personne ne l'est, mais par contre je pense que dans la démarche qu'on a, on est sincère et on s'interdit de communiquer sur des choses qui ne seraient pas authentiques. Tout simplement parce que si jamais ça se savait, et ça se fait toujours, les conséquences seraient infiniment plus désastreuses que de rien avoir du tout. Donc, quand on dit quelque chose, on s'assure que c'est vrai, et on s'assure que c'est chiffré, que c'est pensé, et que c'est vérifiable. Ce n'est pas tout à nos opposants, et ça nous fait des cours, parce que c'est plus percutant que nous, parce que ça s'autorise des choses qu'on ne fait pas. Alexandre, vous sentez vous ce phénomène s'étendre de greenwashing auprès des collectivités? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de budgets de la transition qui se votent dans les communes. Est-ce que vous essayez de regarder justement ce que ça recoupe? Les collectivités déjà, par rapport à l'entreprise, c'est vrai que les plus gros greenwashers, c'est quand même les entreprises. En plus, plus l'entreprise est sale, plus elle est propre. Ça fait partie des critères qui sont des greenwashing. Je vais juste donner le vote en humain. J'ai noté le thème de Total. Oui. Et un élargissement de la vie chaque jour. Franchement, de toute façon, c'est beau. En fait, c'est ça qui parle de fait, c'est que moi, en tant que communicant, les slogans de greenwashing ou les slogans comme ça, voilà, quand on a eu pour votre énergie optimisable, moi, quand j'ai vu ça, mais je me suis imaginé, je me suis dit, c'est fabuleux, ce que vous ça, à la fois, je suis vraiment des salopes. Mais bon, ça, c'est un peu la dualité qu'on peut avoir par rapport à la communication. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des sujets extrêmement complexes et imbatibles, mais à la fois, ça représente je sais pas. Pour la collectivité, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait du greenwashing, c'est pour vendre. Clairement, c'est ça, l'objectif, c'est une vente, c'est une mise en avant, une mise en valeur. Quel est l'intérêt pour un territoire de greenwasher son territoire? Déjà, elle est de moindre intérêt. Donc une collectivité a moins intérêt à greenwasher, si ce n'est une volonté politique clairement trompeuse, puisque le greenwashing, c'est une tromperie. Pour revenir à la définition, c'est une tromperie volontaire. Il y a un avis d'argument écologique. Bon, en quoi une communauté de communes, je pense qu'on peut avoir un avis écologique, peut-être en survendant des exemplarités de quartier, peut-être. Oui, alors je ne vais pas me mettre mal avec personne, parce que dans mon bord, j'ai quand même pas mal de collectivités. Mais par exemple, si on parle des écoquartiers, l'écoquartier, je ne dis pas dire que c'est une vaste fumisterie, mais il n'y a pas beaucoup en fait. Ça dépend aussi comment est-ce qu'on voit les quartiers. Nous, dans les années 2000, on nous allait voir, on allait à Bexel-Lavaux, et puis on allait à Fribourg, en Allemagne. C'était un peu les gros quartiers, les gros quartiers. Quand on va là-bas et quand on voit ce qu'on nous propose, c'est très très différent. Nous, en éco-quartier, ça se résume à un bâtiment qui, soi-disant, est moins consommateur et 3 hectares de plus.
Ça se résume à ça. En réalité, c'est plus complexe. Il y a beaucoup de reports sociaux, il y a beaucoup d'optimisation du transport. Alors nous, on fait que les éco-quartiers qui sont pas une morcellaire par rapport à tout ça. Donc je ne vais pas dire que c'est du greenwashing, mais je pense même que c'est légèrement abusif des fois dans les argumentaires qui sont vendus. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que les collectivités n'ont pas intérêt à se positionner dessus. Mais oui, certainement, je vais faire continuer, je veux dire peut-être par ignorance, on a tendance à vendre quelque chose qui ne l'est pas. Mais le greenwashing reste quand même de l'apanage. Maintenant, bon, l'État aussi est un peu greenwasher. Des fois, il y a des trucs surréalistes, notamment, je vois l'ancien ministre des Armées qui nous a vendu la classe des sous-marins suprêmes comme des sous-marins écologiques. Et pourquoi elle a dit ça? Un sous-marin nucléaire écologique, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont garder les déchets intérieurs. Ils vont projeter plus les conditions. Maintenant, le nucléaire est pas écologique, d'ailleurs. Il n'est pas écologique. C'est Il est faiblement agriculteur. C'est trop tard. Et sur les éco-quartiers, c'est un bon exemple, parce que là encore, c'est qu'il est bon pour le changement climatique. on voit que les mentalités ont évolué. Enfin, on a un bon exemple ici de quelque chose qui est l'éco-quartier. Ça, je pense, été fait en conscience ou pas à une certaine époque, et ça s'appelle plus l'éco-quartier aujourd'hui. Donc, voyons aussi le côté positif on disait il faut nommer les choses, il faut mettre effectivement un peu de concret. Arrêter le greenwashing, ça commence par de la pédagogie. Aujourd'hui, qui peut aujourd'hui, quel est l'élu responsable qui peut communiquer en disant je fais un éco-quartier? Le type qui fait ça est fou. Effectivement, il y a plus de définition de l'éco-quartier à la française. Mais c'est une erreur, réaliste, mais on a des exemples aussi de gens qui ont évolué parce qu'ils sont peut-être aussi montés en compétence, parce qu'ils ont peut-être été aussi conseillers, ou parce qu'il y a eu des exemples de partis qui n'étaient pas, on avait une efficacité qui n'était pas tout à fait 100% la bonne. Après, sur le greenwashing, il y a un truc, on parlait des collectivités. Alors là, pour le coup, je vais être aussi radical que Fabrice. Si à un moment donné, et là je reviens sur un truc, mais je peux provoquer ça, sur un truc, il faut aussi, à un moment donné, qu'on ait une sorte de grand soir ou de stock, ça suffit sur un certain nombre de pratiques, et notamment on rejoint les pratiques événementielles, les pratiques de l'hygiène, etc. Et à un moment donné, il faut que collectivement, on dise stop, ça suffit. On voit encore, je suis bien passé pour le voir, des collectivités ou des structures de la même collectivité qui organisent des grands rounds environnementalistes, éco-responsables, sur les nouvelles énergies, sur tout ce que tu veux, et qui te balancent encore des top bags à l'entrée avec des tas de saloperies, comme si on ne pouvait plus entendre la bonne parole sans avoir un top bag accroché avec un carnet à spirale, avec un truc, avec des... Ça, à un moment donné, il faut, je sais pas, qu'il y ait une prise de conscience collective, et qu'on discute, ça suffit, quoi. Et parce que quand on regarde des films, je voulais rebondir, enfin, je me fais des petits feuilles sur du terme. Non. Après, ce que je trouve aussi, alors là, c'est peut-être un peu plus philosophique, mais le bon aussi, enfin, ça pose aussi la question, finalement, quelle est la vérité et est-ce que la vérité blanc et la vérité blanche? C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'on nous reprochait de faire tout un tas de choses, donc en fait sur Twitter, sur les réseaux sociaux d'EDF, à chaque fois qu'on publie une info sur le nucléaire, on se fait démolir par le nucléaire. À chaque fois qu'on publie une info, en ce moment, c'est parce que nous en avait fait pas, on se fait démolir par le par machin qui sont anti-éoliens. Et en fait, enfin, si je prends le domaine de l'énergie, une source d'énergie 100% propre, écologique, qui n'a aucun impact sur l'environnement, mon Dieu, si ça existait, ça fait longtemps qu'on la ferait, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. La seule, c'est celle qu'on n'utilise pas, parce qu'on dit toujours, c'est la fiabilité et c'est l'économie énergie. Donc, après, est-ce que c'est du greenwashing de faire de vanter le nucléaire en disant ça fait pas de CO2, donc ça ne contribue pas au changement climatique? Est-ce que c'est du greenwashing de dire faut faire du photovoltaïque parce que c'est renouvelable? Bah oui, mais c'est que c'est une Chine, c'est dégueulasse avec du lithium, et puis quand on fait la publicité avec les gens. Et tu parles tout à l'heure de la voiture électrique, ouais, super, c'est content, c'est quand tu dis électrique, j'ai une voiture électrique, et puis en fait, je me rends compte que ma batterie, elle est pas polluante, et tout. Donc, greenwashing, oui, mais en faut-il être suffisamment 100% informé, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et qui aujourd'hui peut se prévaloir de savoir tout sur un sujet donné, quel qu'il soit, dans le domaine de l'environnement? Je pense que c'est très très compliqué de le savoir. Donc, c'est pas si simple. Moi, je trouve que ce serait intéressant, c'est de re-questionner la question.
Ouais. C'est spécial, ça. Ouais, c'est spécial. J'aime bien parce que je trouve que c'est vachement intéressant dans l'école de chaque fois de revenir. Le greenwashing, comme tu le disais, c'est en fait, on a des faux arguments qui sont des arguments environnementaux pour vendre des produits. Et en fait, il y a une fois chez nous, et là, tout le monde est en rose. Il y a le soviétique chez nous. Voilà. Le soviétique, c'est nous. Voilà, le soviétique. Non mais, du coup, la vraie question, c'est la question des pratiques des agences et des investisseurs. C'est ça la vraie question. C'est pas le greenwashing, voilà. Est-ce qu'on a le droit, aujourd'hui, d'avoir des arguments environnementaux pour vendre des produits? Est-ce qu'on a le droit, aujourd'hui, d'avoir des arguments, de porter du rose pour vendre les produits en disant qu'on va filer 20 € sur les 160 balles qu'on a gagné à une cause, une association de lutte contre le cancer. Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de faire ça? Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'à un moment, il va pas y avoir une réglementation qui va interdire de faire ce genre de pratiques? Alors attention, c'est une question sensible, c'est pas la question sensible. L'ancien bureau de l'éducation là-dessus, c'est les RPP maintenant éditent des guidelines qui sont, quand on parle aux communicants, les agents de communication, qui sont castratrices, pas possible pour eux, pas juste rapide travailler. Et j'ai un de mes amis qui est le spécialiste de l'attaque contre tout type de communication qui serait un tout petit peu greenwashante par rapport à ces questions-là. Et on a encore des termes. Mais par contre, il y a beaucoup d'idées qui sont éditées. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire une voiture sur une plage, on peut faire utiliser un évidemment de voir une vidéo, c'est plus possible. C'est extrêmement important en réalité dans la publicité. Oui, mais au final, ce qu'il faut, c'est que ce soit suivi de fait par les pouvoirs publics. Il faut que surtout par les agences de com. Non, parce que le lobby a fait que c'est une autorégulation à faire. Mais c'est normal, on est sur un business, il faut bien savoir que l'entreprise travaille bien, la communication est bien. Ben voilà, si on casse la chaîne, il y a des pays, il faut les très clair, donc c'est malheureusement c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut quand même des fois malheureusement jouer encore le jeu, mais le public devient de moins en moins vite par rapport à tout ça. Je pense que la régulation c'est plutôt comme ça. Et les agences de com, elles vont se faire taper, surtout les annonceurs à force de se faire taper, donc on va vraiment se faire attaquer bien. Donc c'est comme ça que c'est régulé aussi. Les images, c'est vrai, c'est. Non, mais je sais, on les a intégrés dans le document. C'est une question. Comme on a un public stage, mais néanmoins intéressé, peut-être le moment de passer aux questions de la salle. Ce programme intervient. C'est vrai. Qui commence? Non, qui veut poser la deuxième question? Ok, merci. On aura essayé, c'est encore mieux. Vous pouvez revenir. Moi, j'avais encore une question. C'était, on a parlé tout à l'heure quand tu as dit il faut qu'on dise collectivement non. Je vais aborder justement à quelque chose dont vous avez parlé, Fabrice, avant qu'on commence. C'était l'idée d'une mobilisation, en fait. Est-ce que ce serait pas intéressant, justement, par rapport à cette urgence, que des acteurs justement de la communication réfléchissent collectivement sur leur pratique, au-delà d'une sorte de rôle, qui réfléchissent collectivement et pour apporter justement une réponse et envoyer un message, par exemple aux collectivités régionales ou même aux entreprises. Oui. Posé comme ça, la réponse est forcément oui. À la différence près que, je le redis, sous un même vocable d'agence de communication, on a des vies totalement différentes, peut-être pas du tout la musique chez Vidal, et nous, notre métier, quand on parle en plus, rappelons-nous qu'on est en Normandie, j'ai pas dit Haute-Normandie, en Normandie, on est dans un petit territoire de communication, on est dans un petit territoire d'agence de communication. Donc on pense agence de communication, on pense aux grosses agences, on a souvent tourné autour du pot, les grosses agences publicitaires, nationales, etc. Et c'est une partie de ce métier-là. C'est à strict opposé de ce qu'on fait, nous, tous les jours, au traité d'insertion, de création publicitaire, etc. Aujourd'hui, notre monde est aussi un monde fragmenté, d'indépendants, d'entrepreneurs, et tant mieux, c'est pas péjoratif dans la vision. Oui, ça serait bien de le faire, encore faut-il à un moment donné arriver à fédérer, on est un monde qui n'est pas fédéré, à la différence, même si le club a le mérite d'exister, et c'est peut-être la seule structure qui fédère un tant soit peu, ou en tout cas qui arrive à nous rassembler. Mais on n'est pas fédéré pour le faire, donc
En discuter, oui, quelle est notre capacité à avancer collectivement sur le sujet, certainement des pistes à créer. Quelle est notre capacité à les intégrer ensuite à notre écosystème? Il faut rester optimiste, elle doit exister, mais on a vu sur d'autres sujets par le passé, et avec des gens ici au club qui se sont farouchement emparés du sujet, on a beaucoup de mal effectivement à se faire entendre. Mais il faut le faire, oui. Oui, moi, j'avais souligné dans cette dynamique de créer quelque chose et de proposer même des outils. Je pensais à nous, on est particulièrement sensibles au sujet, donc effectivement, on a déjà pas mal de réflexions qu'on peut partager. Déjà, c'est une première chose. Et après, effectivement, je pense que l'intelligence collective est fantastique. Ça fait qu'on pourrait. Je rêverais d'avoir un écosystème d'agence de com qui soit dans cette transformation, tourné vers cette protection de l'environnement, tourné vers cette dynamique plus éthique de leur pratique. Et je pense que c'est le genre de club de l'éducation à nous accompagner. Et pourquoi pas, permettre à des collègues de franchir le pas, de s'intéresser à par exemple, l'entreprise à mission. C'est plus nouveau, il n'y a pas que c'est très récent. Alors c'est pareil, on a commencé à avoir des entreprises à mission machine, fondamentalement, quand on intègre une mission dans ses statuts et qu'on commence à la contrôler, si on se fixe une mission qui est un peu ambitieuse, c'est de la suivre, c'est de retrouver les pilotes, c'est la même chose. Je suis entreprise de mission, c'est un prisme de lecture, ça change de gouvernance. Et je pense qu'effectivement, c'est une dynamique qui est, en plus, localement, elle est bien représentée parce que parmi les gens qui ont travaillé ce sujet-là, il y a Isabelle Lestan, Nutri7, Nutri7 a été le premier à avoir un budget social étendu, qui en plus a créé une structure qui défend justement, qui accompagne les entreprises dans cette transformation. Moi, je trouverais génial que les agences de com de Normandie montrent des ans qu'on puisse, évidemment, c'est chacun avec son prisme, chacun a sa façon, mais si on progresse tous collectivement, on a tous à gagner. Et je pense que c'est valable pour les agences de com, mais idéalement, il faudrait, j'ai entendu Daniel Rossini dire ça il y a pas longtemps, qu'on arrive à avoir un territoire qui devient un territoire qui a que les entreprises locales, les entreprises à mission, et qu'on commence à collectivement changer les choses. Voilà. Et en fait, le vrai sujet, c'est peut-être moi, le message que j'ai envie de faire passer ce soir, c'est qu'il faut qu'on arrête de constater et qu'on se mette à l'action. Et je trouve que c'est là qu'on est tous un peu long, tous autant qu'on est. Effectivement, on a du mal il faut qu'on ait plus d'infos, il faut qu'on arrive à avoir plus de contrôle, il faut qu'on mette en place des initiatives, et puis il y en a qui vont foirer, il y en a qui vont réussir, mais au moins on sera dans l'action. Et je pense que ce serait bien qu'on s'organise, si le club peut pousser ça, c'est vraiment génial. Après, on sera faire acteur de l'initiative, travailler ensemble. Après, il faut définir, effectivement, il faut encore repartir des mots, mettre des mots derrière tout ça, savoir de quoi on parle, définir des périmètres, définir des genres. Moi, j'ai pas l'impression de ne pas être acteur de ça. Après, on n'est pas acteur tout seul, on est dans une dynamique, on peut s'améliorer, mais on est déjà acteur, on n'est pas forcément, sans être contre la mission, on n'est pas forcément pas éthique comme alors. Après, on ne peut pas, effectivement, c'est un environnement complet qu'on doit mettre en mouvement. Donc, je reviens au cœur du débat, et quel est le rôle des agences dans la communication, dans le changement climatique, pardon. Je pense qu'on peut accompagner la dynamique de certains clients, on peut essayer d'amener d'autres dans cette dynamique, mais on ne fait pas, effectivement, le changement climatique tout seul, c'est de traiter un pouvoir qu'on n'a absolument pas. Mais les agences, je pense, elles peuvent se dire, par exemple, comment on fait pour refuser un client? Est-ce qu'on refuse un client ou pas? Est-ce qu'on peut amener ce sujet-là? Oui, mais est-ce qu'à un moment, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il n'y a pas de règles? Je vais poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut choisir une agence en fonction de son engagement éthique? Enfin, nous, on est incité à le faire, pas que les écoles, mais tous les prestataires en général. Ça fait partie justement, on a vu il y a quelques années, la mise en place d'une politique de communication responsable du syndicat qui s'est constituée par la chaîne de communication.
sous diverses formes. Alors, j'ai fait quelques recherches pour ce soir pour me mettre un peu sur en tête. Alors, il y a d'abord eu un code de la communication responsable qui était magnifique, un document 14 pages avec 50 engagements, des indicateurs, des KPI, etc. J'ai sûrement dû regarder ça pendant 5 minutes le jour où c'est sorti, mais alors depuis, voilà. Mais par contre, il y a aussi, dans la communauté interne des communicants du groupe, il y a un petit point partage de bonne pratique, des conseils du quotidien, et parmi ces conseils-là, effectivement, il y a dans chaque prestataire, et nous, chaque prestataire, la conscience, ce reste de leur part à la fin, c'est la poubelle, Un traiteur léger, bien sûr. Potentiellement, déjà avec des produits locaux, c'est une conférence qui n'explique pas la nourriture. Effectivement, quand tous les prestataires qu'on peut prendre, donc on se pose cette question-là de dire est-ce que c'est compatible avec une valeur mais c'est un vrai effort à faire. Et si on relâche notre attention dans le début, on va nous faire des pensées, de chasser le bénéfice, c'est pour ça que alors ça aussi c'est un truc, je ne sais pas s'il y a des communicants qui doivent dans des langues ici, mais moi on est toujours obligé de biaiser un petit peu parce qu'on a des injonctions pour en permanence. C'est-à-dire qu'on a des directions des achats qui nous disent voilà, on est décidé du marché cadre, on est national pour faire décider le coût. Donc vous avez des imprimés de communication à faire, vous avez des imprimés à Marseille parce que le prestataire commercial est à Marseille. Ok, alors moi ça veut dire que j'ai des imprimés à faire pour Normandie que je distribuer un bon demain. Je vais envoyer mon fichier à Marseille, qui va imprimer l'extérieur et va me le livrer en Normandie. Alors que j'ai, par exemple, une police avec qui on a l'habitude de travailler, qui n'est pas forcément, alors que de temps en temps est référencé, pas toujours, ça dépend des appels d'offres. Moi, j'ai des documents sur le conseil de médiation nationale, parce que c'est un dossier de la première, parce qu'effectivement, en 24 heures, même si ce sont des imprimés qui sont récupérés dans sa porte, et il y a des films qui a Marseille, mais qui doivent inverser. Et du coup, on est toujours un peu dans cette espèce d'entre-deux, avec des ingrédients contradictoires. C'est là la question de temps. Si jamais tu dis on fait le travail, on essaie de diminuer évidemment le transport, on essaie de payer le prix. Parce que c'est pareil, c'est une réflexion. Tu disais, il y a des combats qui ont été mis, notamment des combats pour les agents, d'arrêter de travailler gratuitement. Nous, on va tous, au final, vraiment, en tout cas, ça fait longtemps que je dis la même chose, je crois que tout le monde on refuse de travailler gratuitement. Parce que c'est pas éthique. Parce que tu mets en danger tes collaborateurs. Si tu travailles gratuitement, tu passes sur le plus longtemps. Et tout ça, c'est quoi? C'est de la violence. Donc après, une fois que ça s'est mis en place, c'est une question pour toi. Et en fait, donc c'est là où je me dis que cette question de gouvernance, elle doit être la vraie réflexion pour les agents, pour les industries. Et bien, typiquement sur les individuels, c'est pareil. La sagesse a référencé les agences qui sont spécialisées dans les individuels pour faire des magnifiques vidéos chartées, nickel, qui sont plus des agences parisiennes. Enfin, moi, je suis désolée, parce qu'il y a moyen de faire bosser ces gens-là pour faire un petit coup sur des Normandie. Donc, quand j'ai voulu faire un film sur les Normandie, j'ai regardé des violences Normandie. C'est une qui est en Normandie, qui a fait un super boulot. En plus, il y avait déjà des images existantes des beaux paysages normands, ça m'évitait de voir que des gens en faire. Et c'était très bien, j'ai pas dû faire n'importe quoi. Jean-Marc Sylvain. Non. Je trouve ça bien, mais là où on en arrive sur le débat, parce que je trouve que c'est plus la question de la responsabilité générale, sociétale des agences, plus que le changement climatique. Enfin, c'est un des bouts, mais on pourrait parler effectivement de notre rôle sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. On pourrait, voilà, tous ces éléments-là, c'est à regrouper, et là je rejoins sur le fait que c'est un vrai élément de gouvernance. Donc aujourd'hui, on a peut-être un rôle là d'être un peu plus identifié, parce qu'on a les bonnes pratiques et on les met en œuvre sur ces aspects-là. Ensuite, ça nous est effectivement de plus en plus demandé par des clients, mais c'est multiforme. Il y a tout un tas de choses, pas seulement le changement climatique, mais le petit bout de la lorgnette. Le petit bout de la lorgnette, et on parle juste de la disparition de l'humanité. Donc, j'aime bien qu'on parle de... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'une agence, à un moment donné, qui a un comportement... Ce que je veux dire, c'est qu'on était comme de ce jour-là, on le faisait déjà, on parlait de traiteurs responsables, on travaille avec les fermes d'ici depuis 15 ans, on n'a pas attendu le changement climatique pour mettre en œuvre les producteurs de la région et dire à nos clients, quand vous faites un boucher, essayez de ne pas prendre le traiteur parisien et d'essayer de prendre des gens d'ici.
C'était, je le répète, il y a 15 ans. Je le redis, je pense qu'à un moment donné, quand tu as une agence et une gouvernance qui a certaines notions en prenant l'éthique, ou en tout cas de la responsabilité, elle l'a sur tous les aspects. Mais juste par rapport à la question que tu as posée, il y a une autre question qui vient. Qui est intéressante. Est-ce que. Non, là, c'est la question. Est-ce que les annonceurs peuvent utiliser des agences de com qui sont responsables et méchants pour cacher? Donc en fait, on va faire de gâcher. Parce qu'en fait, tu vois, parce que nous, en fait, une grande spécialité des sociétés qu'on refuse, c'est qu'en fait, ils viennent nous voir parce que c'est illégal. Ils disent, ah tiens, c'est intéressant. On essaie de pour le truc parce que du coup, la retour de gars qui ne bossent pas avec nous, mais les roulés ils sont faits par les avocats. Mais la moitié de les gens à l'agence sont végétariens. Et en fait, là, on voit la dichotomie totale entre la dynamique dans laquelle on est et la réalité de certains annonceurs qui se disent ah, on va pouvoir vendre plus de viande parce qu'on va travailler avec une agence de com qui va nous donner le tampon agence de com responsable. Et ça, c'est quand même fort de côté. J'ai juste une question que je pose à Sébastien, c'est en quoi la candidature de Rond 2028 intègre justement cette fonctionnalité. Alors, tu ne m'as pas présenté comme Tu vas le faire. candidature de Rond capitale européenne de la culture. Alors, je ne suis pas préparé directement. Non, mais c'est bon. Non, mais je peux. Comment on intègre ça? Alors, pas seulement au niveau de la com, on intègre au niveau du projet. Parce que vous savez sur l'importance du produit. Le produit est important. Si c'est pas cohérent avec le produit, ça ne marche pas. Le produit, juste sur un mot, le territoire de candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028, ça va de l'Hivernet au Havre. Ce qui veut dire concrètement, c'est la vallée de Seine-Normand. Et rien que le territoire implique des questions environnementales. Donc on a dans nos parrains, il y a Benoît Léniel et Liliane. Et ces questions environnementales, elles sont au cœur du projet. Donc après, en com, ça va tout seul. C'est moins compliqué que pour un abattoir. Non, mais dans la rabais, alors, un sujet. je ne travaille pas à la mais donc nous, c'est une logique absolue. Là, donc, on le prend en compte. Alors, pour d'autres raisons aussi, c'est pas enregistré, c'est dire des choses. Donc, mais il y a une question toute bête sur les goodies. C'est une vraie, pour le coup, c'est une question. On est dans un moment où on pourrait faire des meubles, des machins, des trucs, mais en fait, on n'a pas d'argent pour le faire. En fait, la méthode la plus simple, c'est la sobriété imposée. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas le budget pour faire des meubles. Je ne présente pas de meubles, je n'ai même pas posé de questions philosophiques. C'est pour la blague, mais c'est important aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, ben non, en fait, l'argent, s'il n'est pas là, on ne dépense pas dans les donc, ces questions toutes bêtes-là, elles ne se posent pas comme ça. Il n'y a pas de questions pour nous. Alors, il y a des questions très pratico-pratiques, bêtes. Oui, nos serveurs sont des serveurs qui sont effectivement écolos autant que les serveurs qui slack. Les serveurs plutôt bêtes. Chose qu'on sait très bien faire sur le territoire. Genre de santé. Voilà, il y a des choses très concrètes qui sont de l'ordre du matériel et du on fait attention à ne pas mettre de bouteilles d'eau sur les tables quand on réunit des gens parce que c'est des bouteilles en plastique. Par exemple. Ça, c'est des choses auxquelles on fait attention. Non, mais tu vois, la question que je parlais dernièrement, c'est intéressant parce que ça vient sur le tapis en ce moment-là. Moi, je vois, moi, je n'ai pas beaucoup de discussions, mais je vois régulièrement passer la question de l'empreinte carbone de l'armada, de l'orange de la ville qui viennent. Et on voit bien, en fait, que la régulation, c'est aussi pareil. C'est que là, maintenant, faut pas rêver, hein. Tous les consommateurs des gens parlés, ils vont devenir intransigeants. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on soit bon dans la façon dont on parle. Non, N'apprenez pas. je veux pas avoir un propos extrémiste. Le bouddhisme, franchement, c'est ça. Non, Non, mais on fait de la com. il faut y avoir des bons bouddhistes.
Il y a eu beaucoup de gens, hein, mais la vraie interrogation qui pourrait avoir, je parle conditionnel. C'est de se dire, en fait, le vrai impact de l'armada, c'est pas les bateaux qui sont c'est pas une histoire qui sont le vrai impact des vrais, c'est l'impact des bateaux. C'est ça. Et le problème, il est que là-dessus. Donc, on va être une dire, si on voulait pas un impact sur on n'organise pas l'événement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est humainement compatible? Donc, on est sur un nœud de problème qui est vraiment sérieux pour nous. Peut-on compter sur la SNCF pour nous annuler les visiteurs? Clairement non. Non. Donc, on est sur une vraie interrogation qui là revient à la responsabilité à tout ça, même de l'événementiel en ligne. Et du coup, on en vient en non, mais ça, on en vient non, mais c'est des questions. C'est la merde. Non, mais je suis d'accord. Le métavers, c'est un très bon greenwashing pour dire un but de vrai sport. Donc ça aussi, c'est pas les alors, mais c'est une question théorique. C'est pas une question théorique. Alors, c'est pas une question théorique sur un projet comme tout à l'heure de la question. C'est la question de comment est-ce qu'on fait venir des gens et comment on les fait venir et comment on les fait se déplacer sur le territoire. Parce que l'Armada à côté, c'est 10 jours. L'année, c'est une année. Sur la scène? Oui, non, mais c'est une vraie. Là, pour le coup, on est dans des éléments qui sont pris en compte dans le projet. Alors, est-ce que ce sera bien pris en compte au final, etc. C'est dès l'origine du projet, on va faire le verbatim qui va bien modifier tout ce qui ne pas. Mais tous les lieux, par exemple, qui sont identifiés aujourd'hui, personne ne connaît les lieux qui sont dans le dossier comme secret quand on est le 2 décembre au jury. Mais les lieux aujourd'hui qui sont déterminés sont des lieux dont une des caractéristiques est qu'ils soient accessibles en mobilité. C'est-à-dire que l'axe de transport de capital européen de la culture, c'est pas l'autoroute. Jamais, à aucun moment. Alors, on a la Seine à vélo, on a le GR2, on a plein d'autres choses. On a la Seine en même temps, il y a plein d'autres moyens de. Mais c'est au cœur du problème. La question de savoir si on va aller faire de la com dans des pays européens suffisamment éloignés pour que la seule façon de venir assister, ce soit de prendre l'avion. C'est une question qui est centrale. Et c'est bien une question comme est-ce qu'on va chercher ces gens-là? La réponse est non. En 2028, ce n'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est dans le projet. Et la réponse, ça peut être impactant en fait, par rapport à l'ensemble des activités. C'est un impact féminin. C'est un impact fort. On serait à côté de l'impact si ce n'était pas pris en compte dès le démarrage. Est-ce que tu peux dire un mot, parce qu'on va bientôt dans son client, je crois qu'il y a un rendez-vous le 15 novembre prochain, qui est organisé par. Non? Il y a un délai, oui. Des rencontres. D'accord. Oui. Non. Moi, d'accord. Alors, c'est la région qui organise, nous sommes des co-organisateurs. Je dirais, renseignez-vous rapidement et regardez le programme, parce que c'est quasiment. Non, je ne peux pas. C'est la transition, non? Oui, c'est la transition économique. On reçoit des publicatifs, sur les crises. Pour ça peut être intéressant. Donc, l'événement est forcément organisé d'une manière très correcte. Dans ces régions qui bon, venez-y si vous voulez. Je crois qu'on est quasiment en place. C'est une très bonne chose pour faire beaucoup de Toujours pas de questions? Une petite dernière? Non? On va conclure. Oui. Si on peut déjà sur l'autopromo, je pense que c'est aussi. Ah, mais évidemment. C'est peut-être plus important. Non, mais Lagapar, on a le début du débat public sur le projet de construction du visiteur à Paris qui débute le 27 octobre prochain. Bon, il y a les 4 mois, donc c'est le 27 février. Donc, c'est ceux qui ne sont pas familiers avec le processus de débat public, donc c'est quelque chose qui est organisé par la CNDD, donc le Commission nationale du débat public, et qui a vraiment pour vocation de faire participer le maximum possible la société, les citoyens, les papiers, enfin, chacun, tous les qui sont là. Donc vous pouvez participer dans les débats publics, vous pouvez participer sur Internet, sur le site de débat public, vous avez tous les canaux, il y a sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des plateformes de contribution en ligne, vous avez vraiment tous les moyens possibles imaginables pour vous exprimer. Donc nous, on est les maîtres d'ouvrage à l'écriture du projet, mais on incite vraiment tous les citoyens à se parler du débat et contribuer, donner un peu plus son opinion sur la vie. Donc ça commence le 27 octobre à Dieppe, ça se termine le 27 février à Rouen,
Informez-vous, participez, contribuez. D'accord, je crois qu'on va conclure. Donc, merci beaucoup à nos 4 invités. Donc, pour rebondir sur cette table ronde, donc, le Club de la presse s'engage à relayer en fait un d'appel à toutes les bonnes volontés pour essayer de réfléchir à créer au moins un club de réflexion et pour voir comment ensuite on peut le prolonger, si ça intéresse les communicants qui sont adhérents au Club de la presse. Donc, on va au moins lancer cette appel, on va voir si ça prend ou pas, et si justement une réflexion peut se finir autour de ça. Merci à tous et merci pour vos questions. Alors. À bientôt. Alors, vous pouvez poursuivre les questions parce qu'il y a un petit, normalement, Ouais, Oui, oui. il y a un verre pour 3 personnes. Allez, on passe.